Bonjour, Françoise Ménard, cadre du pôle 2 du groupe hospitalier du Havre. Je suis accompagnée de Madame Merle. Je vais laisser se Bonjour, présenter. Bonjour, Véronique Merle, je suis médecin de santé publique et coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins au groupe hospitalier du Havre. Merci beaucoup de nous avoir invités pour ce retour d'expérience. Et donc, Rio, je suis sage-femme à la direction qualité du groupe hospitalier du Havre. donc, une petite présentation rapide du groupe hospitalier du Havre, qui est l'établissement de référence sur le territoire de l'estuaire de la Seine. Notre établissement est sur 3 sites principaux, avec des sites aussi un peu sur l'extérieur du Havre, mais surtout l'hôpital Jacques Monod, qui est un établissement MCO, mère-enfant, et puis les urgences. Un autre site sur le centre-ville du Havre avec l'hôpital Flaubert, qui était l'ancien établissement avant que Monod existe, où il reste du soin de suite, rééducation, de la santé mentale et de l'USLD, avec une possibilité d'imagerie, un centre dentaire et de la consultation en centre-ville. Et un établissement, Pierre Janet, établissement de santé mentale. Beaucoup d'activités, toutes les spécialités en général sont représentées au sein de notre établissement, et un établissement de 1500 lits et places. Nous avons eu la visite de certification donc en janvier 2024, la semaine du 15 janvier exactement. Donc, un bloc opératoire de 12 salles sur un bloc central et 2 salles sur le bloc obstétrical. Une activité pour 2023 qui était de 11 800 actes réalisés au bloc central et 694 actes sur le bloc obstétrical. Nous avons, excusez-moi, mais nous avons une checklist informatisée via un logiciel QBlock. Et donc, au niveau de nos instances, nous avons un conseil de bloc qui se regroupe 4 fois par an, où on fait un bilan de l'activité, entre autres le suivi d'indicateurs. Et forcément, on expose bien d'autres sujets, entre autres les retours du CREX concernant les fiches d'événements indésirables, et puis voilà, d'autres sujets sur l'organisation. Donc, par rapport à l'organisation et le plan d'action sur la checklist, nous avons commencé à nous réunir donc 2024, 2023, 2022. On a commencé à organiser un groupe de travail avec des réunions mensuelles, et on a mis dans ce groupe de travail un peu tout corps de métier qui intervient autour de la checklist. Donc, IBOD, IAD, cadre du bloc, cadre d'anesthésie. Nous avons un chargé de projet sur notre pôle, donc il a fait partie de notre groupe de travail. Donc, forcément, le cadre de pôle, qui à l'époque était un autre cadre de pôle, qui est parti à la retraite. Et moi, j'étais la cadre d'ambu à l'époque, et j'avais intégré le groupe de travail dès le début. Forcément, la qualité était présente, médecin anesthésiste réanimateur, chirurgien et notre chef de pôle. Tout le groupe de travail a commencé par faire une formation sur la checklist au bloc opératoire grâce à la société Self-Team Academy. L'idée, c'était de refaire un point chacun un peu sur ses connaissances sur la checklist, et puis voir un peu l'utilité de cette formation en ligne pour voir si on voulait former tout notre personnel au sein du bloc via cette formation, ou si on partait voilà, sur d'autres idées. C'était un peu pour savoir comment on allait mener notre groupe de travail, notre sensibilisation auprès du personnel du bloc opératoire.
De cette formation, le groupe de travail a jugé que on pouvait peut-être sensibiliser l'ensemble du personnel de façon différente que de faire cette formation à l'ensemble des acteurs. Donc, on n'est pas parti sur la formation de l'ensemble des acteurs. En fin de compte, le groupe de travail a travaillé régulièrement, s'est réuni et a réfléchi qu'est-ce qu'on allait mettre en place et reprendre qu'est-ce qui existait, l'existant, comment ça se faisait et comment on améliorait déjà la communication sur nos procédures. Donc, on a remis à jour la procédure. Peut-être que Madame Merle veut peut-être participer parce que... voilà. Et on a fait une création que je vais laisser Madame Merle la parole parce qu'elle nous a bien aidé sur la mise en forme, d'une affiche sur les points clés de la checklist. Oui, en fait, on a essayé de faire ressortir des choses qui nous ont paru être des points clés, qui étaient des freins à la bonne mise en œuvre de la checklist. Il y avait un point de blocage, je pense qu'on retrouve dans pas mal d'établissements, qui est l'obligation que quelqu'un signe la checklist. Et du coup, la personne qui signe, elle se sent un peu responsable de la qualité des informations, qui ont parfois été un peu compliquées à recueillir. Et puis, le fait que la checklist est perçue quand même par beaucoup de professionnels comme finalement un xème outil de traçabilité de ce qui a été fait avant. Donc, on a essayé de faire passer les idées, c'est ce qu'on retrouve dans les points clés de la checklist, que oui, l'IBOD a été chargé d'organiser la réalisation de la checklist et d'enregistrer surtout les informations qui étaient recueillies, mais ce n'est pas pour autant que c'est elle qui est responsable de la qualité de la checklist. Donc, il n'y a plus de signature. On a acté, ça a été redit aux acteurs, que la checklist, la qualité des informations qui sont dedans, c'est une responsabilité collective, qu'il n'y a pas une personne présente qui est plus responsable que les autres, que c'est une solidarité, une responsabilité solidaire. Tout le monde est responsable de recueillir correctement ces informations-là. Et l'autre point fort, c'était d'essayer de faire oublier l'idée que la checklist, c'est un outil de traçabilité comme un autre, mais de vraiment mettre en exergue le fait que la checklist, c'est surtout un outil d'évitement des catastrophes pour le patient, mais aussi pour l'équipe chirurgicale et anesthésique. Et donc, on a insisté beaucoup sur la théâtralisation, en particulier du time-out, et pour que les gens s'arrêtent et que le chirurgien fasse un peu de théâtre en disant très haut, en posant les questions très haut. Donc, c'est aussi une façon de dire que le chirurgien il a un rôle très particulier dans la réalisation de cette checklist. Et puis la dernière chose, c'était plus une question de faisabilité, c'était sur la troisième étape, après intervention, parce qu'on avait des difficultés, je ne sais pas si elles sont partagées par beaucoup d'établissements, mais à faire rester le chirurgien qui avait fini d'opérer pendant que l'anesthésiste faisait ses derniers enregistrements. Donc on a acté que le chirurgien, s'il s'était mis d'accord avec l'anesthésiste sur les prescriptions post-opératoires, il pouvait partir et que la checklist post-intervention se faisait en son absence, mais il fallait quand même qu'il soit mis d'accord avec l'anesthésiste avant. Et donc, on a essayé de faire ressortir ces décisions dans ce document que vous voyez, donc, avec les points clés de la checklist. Voilà, je ne sais pas si... S'il n'y a pas de questions là-dessus, peut-être on peut avancer. Donc, pour suivre, par rapport à la checklist, on avait désigné au sein du bloc des ambassadeurs checklist où chaque ambassadeur a été vu, désigné et volontaire bien sûr, et a été vu pour une remise de lettres de mission et pour leur expliquer ce qu'on attendait d'eux. Forcément, on n'attend pas d'eux qui fassent la checklist.
on attendait surtout d'eux qu'ils soient la bonne parole et puis un peu les référents pour recueillir les problématiques rencontrées ou les difficultés pour pouvoir nous les rapporter et qu'on puisse par la suite, en groupe de travail, les évoquer et voir comment on pouvait répondre ou trouver une autre organisation sur les problématiques rencontrées au quotidien. Je vais laisser recompléter par Madame Merle qui a pu de ce fait rencontrer aussi les ambassadeurs checklist pour pouvoir leur présenter la procédure, le mémo qu'on a pu faire pour pouvoir échanger aussi avec eux. Oui, voilà, l'idée, effectivement, comme disait Françoise Ménard, c'est d'arriver à faire passer les informations dans un bloc où il y a beaucoup de monde, où la qualité n'est pas forcément représentée toujours, en tout cas des membres de l'équipe qualité ne sont pas toujours présents, les cadres ne sont pas toujours présents non plus, même s'ils sont beaucoup présents, et d'avoir des personnes qui puissent relayer le sens des choix qui ont été faits. Donc, on a eu quand même, je trouve, beaucoup de volontaires. Les gens se sont pliés assez bien à ça, alors que c'est pas forcément très simple d'être un peu le porte-parole d'une décision institutionnelle, mais il y avait un vrai intérêt et le fait de les former, ça les a, je pense, rassurés sur justement la qualité des informations qu'ils pouvaient relayer après. Après, bon, je pense qu'ils étaient contents qu'on les forme. Ils étaient intéressés par le rôle. Et je ne sais pas, François, s'il y a eu beaucoup de retours de ces ambassadeurs. Parce que moi, je n'ai pas vu cette partie-là, en fait. Ça, c'est vous qui avez. Oui. Non, il n'y a pas eu beaucoup de retours. Des fois, la difficulté quand même d'être entendu et puis la difficulté quand ils essayent de mettre en route la checklist, de faire cette partie théâtrale et tout ça, et de mobiliser des fois les chirurgiens dans la mise en place, mais au conseil parce que c'est surtout évoqué maintenant au conseil de bloc. Le retour qu'on a, c'est que quand même, il y a, les chirurgiens nous font un retour qu'il y a une bonne sensibilisation des acteurs en salle. Donc, voilà. Donc, on a travaillé suite à des remarques par le groupe de travail où le patient avait l'impression qu'on lui posait tout le temps les mêmes questions. Et donc, est évoqué, on me l'a déjà posé, alors quand ils arrivent dans le service traditionnel, à l'entrée du bloc et de nouveau en salle. Et donc, par rapport à ça, on a réfléchi sur une affiche d'information auprès du patient et puis sur la checklist. Et donc, on vous la présente. Voilà, on avait mis une équipe soudée, des procédures rodées, une checklist appliquée. Voilà ce qu'on voulait faire passer comme message. Et puis, donc, cette affiche est au sein des services de chirurgie, à l'entrée, en ambulatoire bien sûr, mais aussi en consultation d'anesthésie. Comme ça, le patient, en fonction de son parcours, devrait rencontrer notre affiche d'information. À l'entrée du bloc, on a 2 entrées au bloc opératoire, une entrée en lit et une entrée pour les patients couchés, debout plutôt, qui vont au bloc à pied. Et donc aussi, cette affiche est mise à disposition des patients sur ces 2 points stratégiques aussi. Alors cette affiche, c'est une affiche que vous reconnaissez peut-être parce qu'elle s'est très largement inspirée d'une affiche proposée par la HAS. Donc on a un peu retravaillé, on a mis des photos. Et vous voyez, c'est un outil un peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'on en attendait un petit peu d'informer les patients, mais d'un point de vue d'appropriation de la checklist par les professionnels, ce qu'on en attendait aussi, c'est que les professionnels sachent que les patients avaient été informés, et parce que les professionnels, ils disent oui, les patients, ils doivent nous prendre pour des fous parce qu'on leur demande 4 fois comment ils s'appellent. Et donc, là, on a communiqué sur cet outil-là pour dire, sachez que les patients savent que vous allez leur poser plusieurs fois la question et qu'on leur a expliqué pourquoi. Là aussi, bon,
c'est un outil, on nous l'a demandé. C'est difficile de dire quel est l'impact de chaque outil. On a eu l'impression que c'était un ensemble en fait, de composantes de l'intervention. Voilà, chaque composante a joué son rôle. Donc après, sur le suivi, on fait des audits sur la complétude de la checklist. Donc via notre logiciel, donc Ubloc au Chrome, qui nous ressort tous les mois le taux de complétude par phase, on va dire, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Après, on a quelque chose de plus détaillé, mais souvent, nous, on fait plutôt ce suivi-là, et puis les go et les no-go, qu'on présente tous les mois, qu'on affiche au sein du bloc opératoire et qu'on présente aussi au conseil de bloc. On a aussi une lettre, on va dire, qui est éditée régulièrement pour le bloc et la chirurgie ambulatoire, où à l'intérieur, on a les résultats aussi des audits et entre autres de la checklist. Donc, on voit un petit peu notre moyenne de complétude et puis, voilà, en général, c'est vrai que les professionnels, ils aiment bien regarder les complétudes, les taux de complétude et puis essayer de comprendre pourquoi on a baissé tel mois, enfin, est-ce qu'il y a une raison, pas une raison. En général, ça génère parce que le mois dernier, j'ai fait une présentation à l'ensemble du personnel parce qu'on commençait nos blocs à 10 heures pour justement, on fait ça 2 fois l'année, on fait commencer les blocs à 10 heures pour permettre un temps d'échange avec les professionnels et entre autres, un temps d'échange sur les indicateurs aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Et c'est vrai que ça crée vraiment un échange et vraiment, ils expriment plein de choses dans ce moment-là quand on présente les indicateurs de complétude, en tout cas, pour essayer de comprendre pourquoi. Je ne sais pas si madame. Oui, ce qui avait été un peu amusant, c'est que les chirurgiens, à un moment, ont demandé si on pouvait l'avoir par spécialité chirurgicale, Oui. parce qu'il y avait des chirurgiens qui étaient particulièrement investis dans la réalisation de la checklist et dans la façon dont elle était réalisée, ce qui est aussi un élément important qu'on a un peu de mal à évaluer, mais on a quand même le sentiment que la façon dont la checklist est réalisée maintenant, elle est quand même mieux faite. Pas seulement plus remplie, mais aussi mieux faite. Et donc, il y avait des chirurgiens qui étaient très investis là-dedans et qui ont dit, ce serait bien qu'on voit par spécialité, et sous-entendu que les collègues qui sont peut-être un petit peu moins... qu'on voit qui pêche dans le... et pourquoi les indicateurs ne sont pas à 100%. Mais c'est un signe aussi d'appropriation de l'outil. Oui, et puis à discuter avec les professionnels en salle, par exemple, sur la moyenne d'ego. On ne comprend pas pourquoi on n'est pas un meilleur taux, mais les agents, l'autre jour, m'expliquaient, quand si l'étape 1 est conforme, l'étape 2 est conforme, nous, on ne remplit pas ça, parce que pour nous, c'est par défaut. Voilà, on commence. Et puis là, on va affiner aussi nos indicateurs, puisqu'on ne ressortait pas s'il y avait des no-go. Et là, on va affiner pour qu'on revoie. Ici, on a des no-go, parce que là, on fait une moyenne de complétude, mais on ne différencie pas les go et les no-go. Et là, on va différencier. Et après, voilà, on a fait un audit d'observation d'après la grille proposée par l'HAS, qu'on avait adapté forcément à notre procédure. On avait fait un premier essai de cette grille d'observation grâce à un anesthésiste vacataire qui s'était porté, enfin, qui avait bien voulu jouer le rôle d'auditeur sur le mois d'avril 2023. Et après, on a réfléchi comment on pouvait faire cette observation, mais sur 30 observations, parce que voilà. Et ça a pu être réalisé sur septembre 2023. C'est quand même quelque chose qui est difficile à mettre en place malgré tout. La fiabilité, voilà, ça dépend aussi de l'observateur, on va dire, et parce qu'en fin de compte, nous, on a eu, je ne sais pas si c'est une chance, on a eu voilà, une aide-soignante qui est arrivée sur notre pôle pendant plusieurs mois avec des missions transversales.
Et donc, l'idée, c'était de se dire, on va la former sur la checklist pour qu'elle puisse nous faire cet audit d'observation avec quand même des questionnements sur la faisabilité. Est-ce qu'elle avait bien repéré qui était qui? Parce que dans une salle de bloc, il y a beaucoup de monde et puis de savoir si c'est le MAR, le chirurgien, l'interne, enfin, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, elle a réussi à nous faire nos 30 audits. Et ce qu'il en ressort surtout, c'est les difficultés, en fin de compte, de la présence du médecin anesthésiste à la réalisation de l'étape 1, 2 et l'étape 3. Nos MARS, nos anesthésistes sont sur 2 salles, donc forcément, en fonction de où il se situe, peut-être qu'il est dans l'autre salle au moment de la réalisation des différentes étapes. Et puis, c'est des points qui peuvent être amenés à évoluer d'ailleurs, parce que l'idée, c'est que les vérifications soient faites. Et peut-être qu'il faut que ce soit l'IAD qui remplisse cette fonction. Et l'étape 2, la vérification n'est pas toujours, c'est pas spécialement toujours le chirurgien qui prend la main pour faire la vérification de l'étape 2. Donc, c'est vrai que vis-à-vis de ça, on s'était dit qu'on ferait un point pour voir justement avec notre procédure, est-ce qu'on retravaille la procédure pour être un peu plus en conformité avec ce qui a été observé lors de cet audit d'observation. Merci beaucoup. Simplement pour terminer, un petit retour. On a eu notre visite de certification fin janvier et le critère 2406, les équipes des secteurs interventionnels améliorent leurs pratiques en analysant les modalités de réalisation de la checklist est à 100%. Donc, l'ensemble déjà des parcours, enfin, la checklist est donc étudiée durant les parcours. Donc, dans tous les parcours, on avait bien une checklist réalisée. Donc, Françoise a pu fournir aux experts visiteurs l'étude qui avait été faite en regard de ces checklists. Donc, qui nous a amené à avoir un taux de conformité maximal. Très bien, bravo. Merci beaucoup pour ce, là aussi, très riche retour. Je vous propose de passer directement au deuxième retour d'expérience et puis comme ça, après, aborder les questions s'il y en a. Alors, Bruno, donc là, je pense, moi, c'est bon. j'ai peut-être un petit décalage sur les diapos toujours. Alors, ça ne se met peut-être pas encore dessus ou moi, je ne vois pas. Donc là, le deuxième retour d'expérience donc, par Bruno Jam pour l'hôpital privé donc, de Saint-Martin. Et je te donne la parole. Ouais, donc Bruno Jeanne, moi je suis directeur qualité à l'hôpital privé Saint-Martin. Saint-Martin, c'est un établissement MCO avec 183 lits, 84 places d'ambulatoire et puis 28 postes d'hémodialyse. Nous, la visite de certification, là, ce n'est pas encore pour tout de suite. Là, on est encore jusqu'à novembre 2025. Donc, on commence à se préparer tout doucement à la certif. Et puis, nous, on a, donc c'est un établissement principalement chirurgical et avec une grosse activité aussi cardio-interventionnelle. Donc, au bloc général, on a 17 salles d'intervention, 2 salles de réveil qui comportent respectivement 12 et 15 postes et une salle d'ALR de 6 postes. On a également, nous, en interne, la stérilisation qui est sur place et on a des salles spécifiques au traitement des endoscopes. On a dans une autre partie d'établissement un secteur de cardiologie interventionnelle avec 3 salles d'intervention et une salle de réveil de 10 postes. Donc ça, c'est en gros notre plateau technique. Donc, concernant les checklists, donc, nous, on en utilise 4 principalement. Celle qui est la plus utilisée, c'est celle qui est la sécurité du patient au bloc opératoire pour toute la chirurgie, et puis celle de cardio interventionnel. Donc ça, les checklists, nous, on les a eues en papier pendant très longtemps, mais là, depuis quelques années, on les a en dématérialisé directement dans notre logiciel. Et elles sont accessibles directement en salle d'intervention
de façon dématérialisée en informatique. Donc, alors cet outil-là, Checklist, est nous, quand même globalement pas bien connu de toutes les équipes, des chirurgiens, des équipes en salle, etc. Néanmoins, on a quand même voulu s'évaluer. On a utilisé les outils de la HAS. On s'est principalement concentré sur les niveaux 1 et 2, 3 et 4 étant un peu plus difficiles à mettre en place. Et puis, on voulait d'abord travailler sur les deux premiers niveaux. Donc, le premier niveau, lui, est assez simple. Ça permet de faire un audit plus de traçabilité où on ouvre des dossiers, on vérifie la complétude de la checklist. Et puis un niveau 2 qui est beaucoup plus intéressant, mais comme le disait Le Havre tout à l'heure, c'est très chronophage parce qu'il faut être en salle et c'est un vrai audit de pratique. Mais je pense que c'est quand même le plus intéressant, même si ça prend beaucoup de temps. Et cet audit de pratique est couplé à un questionnaire d'opinion qui permet d'identifier quels sont les freins à l'utilisation de la checklist. Donc nous, on avait commencé par le niveau 1, on avait commencé par le départ. Et là, le constat qu'on fait quand on regarde nos résultats, donc ça, je réexpliquais là ce que c'était que le niveau 1, donc la partie vraiment quantitative de analyse de dossier et la partie questionnaire d'opinion, quoi. Et dans les résultats, quand on voit ça, on se dit, bah, nous, globalement, elle est connue, on la trouve dans tous les dossiers. Les items sont bien complétés, à part quelques signatures d'anesthésistes qui manquaient. Mais globalement, quand on voit ça, on se dit, bon, on n'a pas trop de sujets avec la checklist, ça marche plutôt bien. Et en réalité, on a eu, pas successivement, mais de façon assez rapprochée, quelques événements indésirables graves au bloc opératoire, pour lesquels on a réalisé des analyses de cause. Donc là, je vous ai fait un petit retexte sur ces deux événements-là. Ou sur le premier, donc là, c'était de l'orthopédie à chaque fois. Sur le premier, alors les deux événements, c'est des erreurs de côté. Le premier, une fois qu'on a fait l'analyse de cause, on se rend compte, et je pense que c'est le cas classique du chirurgien qui n'est pas trop convaincu par la checklist, qui incise avant d'attendre le go. Donc tout se déroulait normalement, la première partie de la checklist avait été faite. La deuxième était en train de se faire, et là, avant le go, il incise la patiente et il l'incise du mauvais côté. Donc là, on a typiquement le chirurgien qui veut aller vite et qui a l'impression de perdre du temps en faisant la checklist, quoi. Et le deuxième cas, là, c'est le cas où finalement, dans le dossier, on retrouve la checklist complétée. Donc finalement, on se dit au niveau de la traçabilité, c'est bon. Mais une fois qu'on a fait l'analyse de cause, on s'aperçoit que finalement, elle n'a pas été réalisée correctement, quoi. Donc on la retrouve tracée. C'est le problème du clic dans l'informatique où on coche les items assez rapidement. Mais finalement, elle n'a pas été réalisée concrètement correctement. Il n'y a pas eu un temps dédié, un peu sacralisé entre les différents acteurs de la salle d'intervention pour réaliser cette checklist-là. Donc on se dit, on a beau s'évaluer avec le premier niveau de la checklist, ce n'est pas pour autant que ça nous donne un indicateur sur la qualité des pratiques en salle. Et c'est là que le niveau 2, moi, me paraît intéressant. Alors, c'est en effet très long, hein. Moi, je l'avais fait, mais il y avait un petit peu longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Mais là, c'est intéressant d'aller en salle et de voir concrètement comment c'est organisé. Et on s'aperçoit rapidement, même si le fait qu'on soit présent en salle avec l'équipe peut être un biais à l'évaluation, on se rend quand même compte assez vite si c'est très habituel ou si ça ne l'est pas du tout. Et c'est principalement chirurgiens dépendants. Il y en a qui le font très bien et qui ont bien compris l'intérêt. Et je pense qu'ils ont été habitués à travailler comme ça. Et c'est eux qui pilotent la checklist. Et puis d'autres qui répondent rapidement quand ils ont envie. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, je crois qu'il y a un double intérêt à cette évaluation de niveau 2. C'est déjà de voir concrètement comment ça se passe. Deux, d'avoir le questionnaire d'opinion. Et il y a un troisième point, c'est que quand on est présent en salle et qu'on voit comment ça se passe, on peut en profiter pour resensibiliser aussi les équipes. Donc, cet intérêt-là aussi on ne peut pas considérer que c'est qu'un biais d'être là, c'est aussi un point positif parce qu'on peut repasser les bons messages, les bons messages pendant l'intervention.
Donc ça, dans le plan d'action, la mise en place du niveau 2 pour l'évaluation, moi, ça me paraît être important, même si ça prend beaucoup de temps. Et dans les autres points du plan d'action, on avait, ça c'est peut-être la diapo d'après, on avait, voilà, c'était l'adaptation des checklists aux spécialités. Donc là, il y a eu des textes là, de la HAS qui sont parus, où maintenant on a la possibilité d'adapter les checklists à nos spécialités. Ça permet une meilleure appropriation, parce qu'en effet, selon les spécialités, c'est un peu lourd. Je pense notamment à l'ophtalmo, où c'est parfois un peu compliqué enfin, c'est peut-être trop détaillé, peut-être pas assez adapté à la spécialité. Donc, le fait de les adapter en collaboration avec les équipes peut permettre une meilleure appropriation. Nous, on a déjà travaillé dessus pour la chirurgie vasculaire, où ils ont rajouté un petit thème sur l'administration de l'héparine qui leur semblait important pour leur spécialité. Donc ça, on l'avait rajouté. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de développer pour que ce soit plus facile dans l'utilisation et que ça ait plus de sens pour eux d'utiliser la checklist, parce qu'elle sera vraiment bien adaptée à leur spécialité. Après, on a mis en place des appels à la prudence. Donc, pour les événements qui se sont déroulés, on fait quand même du partage d'expérience. Donc, nous, quand ça se produit, donc c'est le schéma un peu habituel de la déclaration de l'événement indésirable, l'analyse de cause. Et au bout de l'analyse de cause, on a un plan d'action qui se dessine, dont le partage d'expérience. Donc, on a créé ce qu'on appelle, nous, un appel à la prudence. Et on affiche ça dans les blocs opératoires ou dans les secteurs qui sont concernés pour partager un peu cet événement avec tout le monde et puis faire un rappel de bonnes pratiques. Alors, l'objet, ce n'est pas de pointer du doigt l'équipe en question, mais c'est de se dire, ça nous est arrivé, ça peut vous arriver aussi, donc soyez vigilants, soyez prudents. Et voilà, la checklist, ce n'est pas un document en plus de traçabilité, c'est un vrai intérêt, c'est le dernier rempart. Et si on le fait mal, et ben, parfois, on va à la catastrophe. En plus de ça, on a rajouté des petits quiz, donc essayer de rendre Alors ça revient un petit peu à des questionnaires de sécurité, sécurité des soins qu'on retrouve dans les niveaux 3 et 4 des évaluations HAS, mais avec sous une forme un peu plus ludique qu'un questionnaire qu'on distribue, qui sont un peu lourds, qu'il faut éplucher et tout ça. Donc là, on a un petit outil qui nous permet de faire des petits quiz. Ça prend pas beaucoup de temps au personnel et puis ça fait un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que la checklist, c'est quoi l'intérêt, etc. Et nous, ça nous permet en même temps d'avoir quelques petits indicateurs en disant bah, tout n'est pas complètement acquis et ça oriente sur des rappels qu'on aurait besoin éventuellement de faire. Et puis, on avait rajouté la vidéo HAS qui est connue, hein, qui est un peu ancienne, qui n'est pas tout à fait au goût du jour avec les go, no go, mais qui était plutôt bien faite. Donc, on rediffuse de temps en temps à l'occasion d'une semaine sécurité patient ou des choses comme ça. Donc, voilà tout le plan d'action qu'on a, nous, en place pour essayer d'améliorer non pas la traçabilité parce que c'est bien fait, mais c'est la réalisation effective, réelle de la checklist au bloc opératoire et que tout le monde en comprenne bien l'intérêt. Parce que quand il y a un événement indésirable grave qui se produit, même si nous, au final, les conséquences pour les patients, elles étaient quand même graves, mais il n'y a pas, enfin, c'était surtout esthétique, mais quand même, quoi. Et puis, pour les médecins, c'est des procès, des trucs pas très agréables, donc à éviter, quoi, pour tout le monde.